Don Quijote do Flamingo. Son flow, son histoire, sa puissance, c'est lui le méchant le mieux réussi de One Piece. Le problème, c'est qu'à l'échelle du Nouveau Monde, Doflamingo il pue sa mère. Et ouais, des punks hasard on apprend que c'est le petit Kaido, il se fait battre par un Gear 5 utilisé à même pas 10%, et même son Séraphin est plus fort que lui. One Piece entre dans sa 27ème année, et à l'aube de la saga finale, on sait toujours pas qui sera le dernier ennemi de Luffy. Yo les refs, c'est Kaelius, et dans cette vidéo, je vais tenter de trouver qui sera le méchant final de One Piece. Suis-moi, on démarre tout de suite, bon visionnage. N'oublie pas le like, l'abonnement, la cloche, objectif 1000 likes pour plus de vidéos One Piece. Le soldat ultime de la marine. Dans un monde où justice et piraterie s'affrontent, ordre et liberté s'opposent. Oui, ce sont les lois régies dans l'univers de One Piece. Et à travers une histoire où nous suivons les aventures d'un jeune pirate qui parcourt les océans, comment imaginer autrement que le dernier rempart de notre héros fasse partie de l'entité qui a passé des décennies à le rechercher, la marine. Déjà, leur force militaire est gigantesque. Au-delà du nombre de soldats, tous les hauts gradés peuvent avoir accès à un puissant fruit du démon, une maîtrise excellente des deux formes du haki, et même les 6 pouvoirs, plus l'apport de Vegapunk qui leur permet d'avoir accès à des technologies qui ont 500 ans d'avance, comme les pacifistas ou plus récemment, les séraphins. L'ordre des 7 grands corsaires, ils en ont même plus besoin. En fait, c'est simple, la marine est plus puissante que jamais, et ce, depuis qu'elle est représentée par la justice absolue de son nouvel amiral en chef, Sakazuki Akainu. C'est lui le soldat le plus puissant de la marine actuellement. Sur Punk Hazard, il affronte son camarade Aokiji pour le poste d'amiral en chef et en ressort vainqueur après 10 jours d'affrontement. Possédant le fruit du démon avec la plus grande puissance offensive, le Magu Magu no Mi, fruit du magma, Luffy pourra avoir du mal à contenir les assauts de l'amiral en chef. C'est le personnage le plus détesté de tout One Piece, le vilain marine à l'état pur. Déjà de 1, c'est le dernier marine qui ne s'est toujours pas battu sérieusement. Forcé de rester dans son bureau, il est chargé de protéger les dragons célestes directement depuis le QG de la marine sous Marijois. En fait, son seul palmarès depuis l'ellipse, c'est de brûler des avis de recherche. De 2, en reprenant la structure des schémas de One Piece, Marineford représente la moitié du manga. Et l'on peut dire que c'était Sakazuki le méchant principal durant cet arc. Son taf était immense. Il a brûlé le Moby Dick, il a fait des dégâts de fou à Barbe Blanche, Marco, tout l'équipage, Jinbei, même Luffy on l'a vu tout à l'heure. En fait, il a épargné personne. Voilà pourquoi pour devenir le roi des pirates, Luffy doit vaincre le marine le plus puissant actuellement. Et si l'éveil des Logia n'a toujours pas été révélé, c'est peut-être pour une raison simple. Akainu a un éveil surpuissant qui risquera d'être révélé face à Luffy. Et de 3, c'est lui qui a tué Ace. Et ouais, Marineford reste la plus grosse défaite qu'a subi Luffy. Il faut savoir que chaque empereur du monde de One Piece a un traumatisme qui lui est propre. Pour Kaido, ça aura été le fait de ne jamais avoir pu vaincre Oden de manière légitime. Pour Big Mom, c'est sûrement la disparition de Mother Caramel et ses amis à Elbaf. Et pour Shanks, il le dit lui-même à Barbe Blanche. La cicatrice qui le fait le plus souffrir, c'est celle qui a été posée par Teach. Luffy, en fait, c'est la même chose. Sur l'île des hommes poissons, lorsque Jinbei lui reparle d'Akainu, sa cicatrice le fait encore souffrir. Voilà pourquoi depuis le Gear 5, on aura la revanche du magma face au soleil. Oui, je sais que c'est aussi fortement possible que ce soit Sabo qui affronte Akainu, et que ce soit lui qui venge Ace avec le fruit du feu, ou même Dragon avec lequel il a forcément un lien, vu que le père de Luffy a fait partie de la marine à un moment donné. Mais soyons réalistes, lui en soi, il est pas super intéressé par les révolutionnaires. On aura son flashback et on saura pourquoi il a une haine si profonde envers les pirates, et pour avoir ce flashback, rien de mieux qu'un affrontement au sommet de Marijois et ouais, au plus proche du soleil. Reprenons depuis le début. Nous sommes au second chapitre de One Piece et Luffy, qui sort d'un tonneau, rencontre son premier ami. Un jeune matelot qui rêve de devenir amiral de la marine, Koby. Et accompagné de son fidèle camarade Hermep, ils gravissent les échelons à une vitesse impressionnante. En seulement 2 ans, Koby est passé capitaine, maîtrise les 2 formes du haki, et il est même déjà surnommé le héros de la marine après l'incident de Rocky Port. Ouais, le même surnom que Monkey D. Garp. Et c'est pas un hasard. Koby, c'est devenu le disciple du grand-père de Luffy, et ce depuis sa mini-aventure, dans laquelle il a démontré sa bravoure et a sauvé la vie de son pote Hermep, qui était capturé par Captain Morgan, ouais, son propre daron. Karim! Malheureusement, sa réputation va jouer contre lui. Il va se faire capturer par Teach et emmener sur la ruche. Mais c'est ici qu'il va encore une fois choquer le monde en révélant un pouvoir immense, l'Honesty Impact, capable de couper la ruche en 2. C'est une attaque totalement dévastatrice. Et aucun doute sur le fait que Koby a sûrement déjà dépassé plusieurs vice-amiraux. Koby atteindra le rang d'amiral à la fin de One Piece. Et dans un parallèle évident, il affrontera Luffy à l'instar de Garp avec Roger. Et là, on aurait le combat entre l'héritier de la volonté de Roger face à l'héritier de la volonté de Garp. En réalité, c'est même possible qu'on apprenne que Koby est un dit. Koby, ce sera le leader de la nouvelle marine, sans doute guidé par les premières réformes de Fujitora et la nouvelle vision du Sword.
Et on le sait, Luffy ne sera pas éternel. Il a déjà perdu énormément d'espérance de vie durant son aventure. Une fois devenu roi des pirates, il n'aura plus rien à accomplir. Voilà pourquoi il y a de fortes chances que, à l'instar de Roger, 千両道家のバギー、黒ひげティーチ、赤髪のシャンクス、そして麦わらのルフィ。これが新しい皇帝たち、四皇だ。 Baggy le clown, ancien membre de l'équipage de Roger et rival de Shanks, Baggy n'est pas n'importe qui. Il a déjà navigué sur toutes les mers et a pris part au plus grand combat de l'âge d'or de la piraterie. Fortune, gloire et pouvoir. Si l'on devait choisir un pirate qui s'est le plus rapproché de Roger, c'est bien Baggy. En seulement 2 ans, Baggy a connu une ascension totalement fulgurante. Tout commence sur Orange Town. Alors qu'il tabasse des chiens comme passe-temps, il se retrouve nez à nez avec Luffy. Et depuis sa déculottée monumentale qui s'est pris par Luffy, Baggy s'est mis en tête de se venger et est enfin parti sur Grand Line. Personne, je dis bien personne, n'a réussi à l'arrêter. En se retrouvant face à Luffy sur Impel Down, il s'allie avec lui et est responsable de la plus grande évasion de l'histoire de la piraterie. Et avec le groupe de Luffy, il participe à la guerre au sommet dans lequel il carry totalement. Et c'est à partir de là qu'il chope une influence totalement inattendue. Il reçoit même l'offre du gouvernement mondial pour rejoindre l'ordre des 7 grands corsaires, chose qu'il accepte. Et la chance de Baggy ne s'arrête même pas là. Depuis la dissolution de l'ordre des 7 grands corsaires, organisée par les rois Riku et Cobra, Baggy en profite une nouvelle fois. Il participe à la création d'une organisation qui va totalement bouleverser l'ordre existant de One Piece, la Cross Guild. Maintenant, c'est les pirates qui placent les primes sur les marines. Baggy étant considéré comme le responsable et leader de cette organisation, est même devenu l'un des 4 empereurs avec une prime de plus de 3 milliards de berries. Tout simplement, c'est le personnage préféré d'Eiichiro Oda. Il ne souhaite plus s'emparer du trésor de Captain John. Maintenant, il veut s'emparer du One Piece. Voilà pourquoi il y a de fortes chances qu'il arrive à aller sur Laugh Tale et même de devenir le roi des pirates avant même Luffy. Si Baggy devient le roi des pirates, les Mugiwara devront affronter la Cross Guild sur Laugh Tale. En soi, ça peut être cohérent, parce que ce serait le moyen d'avoir le combat attendu depuis les débuts de One Piece. Oui, je parle bien de Zoro versus Mihawk, dans lequel le second de l'équipage réaliserait enfin son objectif de devenir le meilleur sabreur au monde. En plus, on aurait la revanche entre Mr. Prince et Sir Crocodile. Ouais, perso, l'affrontement me hype bien. Mais un combat final singulier entre Luffy et Baggy, ce serait pas un peu incohérent? Ouais, j'avoue, ce serait incohérent. Et si Baggy cachait un pouvoir immense à l'intérieur de son fruit du démon, qu'il attendait de pouvoir dévoiler au grand jour? Ouais, la théorie est totalement folle, mais laissez-moi m'expliquer. Possédant le fruit de la fragmentation ou encore Barabara no Mi, c'est le premier fruit du démon à être présenté autre que celui de Luffy. Le fruit peut permettre à son utilisateur de se fragmenter et donc de se séparer à l'infini. Mais ça ne vous paraît pas étrange que Mihawk, qui possède une lame noire, n'arrive pas à couper Baggy sur Marineford? Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas la putain de vomi. Et ouais, les lames noires sont enduites de haki, et normalement Baggy, il pourrait pas s'en protéger. Le haki d'observation permet de jauger la puissance de certains personnages. Sauf que pour Baggy, ça marche pas trop. Sur Impel Down, il recrute des dizaines de prisonniers qui ont le haki et n'ont rien remarqué chez Baggy. Et même sur Marineford, il se fait passer pour un pirate surpuissant, alors qu'à côté, il y a Barbe Blanche, Shanks, et même Luffy en a plus quoi. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on l'a vu au tout début. Baggy a navigué sur l'Euro Jackson, et dans un équipage où personne n'a de fruit du démon apparent, comment c'est possible que personne ne lui a pris le haki? Son fruit aussi peut nous cacher un mystère. Pourquoi le fruit de la fragmentation s'est retrouvé sur l'Euro Jackson? Si l'on compare à d'autres fruits du démon, son design fait énormément penser au Ito Itonomi Model Nika. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible que pour justifier le power-up immense de Baggy, il pourrait éveiller son fruit, qui serait en réalité un Zoan mythique, peut-être d'un dieu de la forêt ou de la terre par exemple. Non, là franchement, ce serait le plus gros plot twist de l'histoire du manga. Non mais imaginez Baggy la fraude. On a eu ses bulles de pensée, on sait que c'est une fraude. Imaginez c'est lui qui affronte Luffy à la fin. Oda il se foutrait bien de notre gueule ce bâtard hein. Shanks le roux. Ouais, je sais, vous allez me prendre pour un fou, vous allez commencer à disliker et mettre des commentaires de merde. Oh d'ailleurs, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like les gars. Toute excuse est bonne pour dire de liker les mecs. Allez, on reprend. Avant de rentrer dans la théorie, on va remettre les choses dans leur contexte. Shanks, c'est l'inspiration de Luffy. C'est même le premier pirate que l'on rencontre de tout One Piece. Parmi les 4 premiers empereurs présentés dans One Piece, c'est le dernier qui est encore en place. Sauf que le problème de Shanks, c'est qu'on l'a plus vu dans les openings et les jeux vidéo que dans le manga en lui-même.
On va bien manger, guetter le gâteau. On va bien rentrer le gâteau. Fraise, framboise. Même pas eu le temps de dire bismillah. C'est le premier pirate que l'on rencontre de tout One Piece. On le découvre dans un petit bar dans le village de Fuchsia à East Blue. L'Oro était déjà un monument du monde de la piraterie, avec une prime de plus de 1 milliard de berries. Le problème, il sacrifie son bras face à un vulgaire monstre marin pour sauver la vie de Luffy, son protégé, qui héritera de son chapeau de paille dès son départ. Ça paraît totalement débile. Luffy one-shot le même monstre marin à la fin du premier chapitre. Le pire dans l'histoire, c'est que Shanks est un fucking gaucher. Il perd son bras fort durant l'incident, alors qu'il était le rival du meilleur épéiste au monde, Dracul Mihawk. La raison de ce pari sur l'avenir est toute bête. Luffy a mangé le fruit que Shanks convoitait depuis des années, le Ito Itonomi Model Nika qu'il a volé au gouvernement mondial. Et si le destin a fait en sorte que Luffy l'ait ingéré, une raison suffisante pour que Shanks décide de croire en Luffy jusqu'au bout, au point de sacrifier son bras pour lui. C'est le personnage le plus libre de One Piece. Ça fait de lui l'homme le plus proche du titre de roi des pirates. Il est capable d'aller où il veut, voir Barbe Blanche sur son propre bateau. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Il stoppe même la guerre au sommet de Marineford. Sans pression, il peut même se permettre de faire une petite réunion avec le Gorosei. Shanks nous cache de nombreux mystères et l'on ne sait toujours pas quel est son véritable objectif. C'est au chapitre 1054, une fois Kaido tombé et Luffy éveillé son fruit, qu'il se met véritablement en route pour s'emparer du One Piece. One Piece. C'est évident, l'éveil du fruit de Joy Boy a fait un déclic total pour le roux. A partir de là, il se met véritablement en route pour récupérer tous les héros de Poneglyph et démarre la course au One Piece. Il annihile totalement Eustace Kid et récupère ses 2 héros de Poneglyph, celui de Big Mom et de Kaido. On sait aussi qu'il connaît la position de celui de Zou, car il connaît Nekomamushi et Inuarashi, il a navigué sur le Roe Jackson et est parti sur Zou. Dorénavant, Shanks agit de manière totalement imprévisible. La raison de ce changement d'objectif, ça provient de son secret, lié à ses origines. On apprend dans le film Red que Shanks est un descendant de la famille Figarland. Ouais, une famille de dragons célestes, dirigée par le chef suprême des chevaliers divins, Garling Figarland. Dans le chapitre 1083, Monkey D. Dragon nous évoque une nouvelle organisation militaire, les chevaliers divins, avec une silhouette qui est très intrigante. Ouais, vous l'avez compris. Shanks est le chef actuel des chevaliers divins. Ça peut pas être la silhouette de Garling, car on l'a vu à God Valley. Il a toujours eu sa coupe de merde. Une basket. Une basket? Ouais. Une basket? Et si Shanks comptait sur l'éveil de Luffy pour réaliser son véritable objectif, détruire le One Piece. C'est totalement dingue. Mais ce serait la mission que le Gorosei aurait donnée à Shanks, un véritable pacte avec le gouvernement mondial, dans lequel Shanks serait le protecteur ultime des dragons célestes en échange de la liberté absolue. Chapitre 968. Après avoir découvert Laugh Tale, Roger discute avec Shanks et le fait tomber en sanglots. On en est sûr, Roger ne lui a pas révélé le One Piece. Un truc bien pire. Ses origines. Et ouais, Shanks qui a passé son enfance sur le navire de l'Euro Jackson a dû être choqué en apprenant qu'il était en réalité un dragon céleste. Et à cause de ses liens indélébiles avec les dieux, il n'a pas la volonté de Joy Boy et il sera sans doute destiné à affronter Lady. Voilà pourquoi Shanks dit à Baggy qu'il a changé totalement d'objectif après la dissolution de l'équipage de Roger. Il a décidé de se rapprocher de ses origines et a enfin pu constituer son propre équipage. Ce serait la raison pour laquelle Shanks fait une fixette totale sur Marshall D. Teach. Ça pourrait donc être le méchant final de One Piece. Ce serait lui qui barrait la route à Luffy une fois arrivé sur Laugh Tale. Et contrairement à Baggy, en termes de puissance, ça colle totalement. One Piece est un shonen neketsu et les ennemis rencontrés sont toujours de plus en plus puissants. Même Kaido, la créature la plus forte du monde, considère Shanks comme l'un des seuls au-dessus de lui. Le haki est au-dessus de tout. Bah ouais, Shanks est le meilleur utilisateur de haki de tout One Piece. On le surnomme même le Haki Killer, capable d'empêcher ses adversaires d'utiliser le haki l'observation pour lire l'avenir. Épéiste sans fruit du démon, Shanks est littéralement le Roger de notre ère. Et vous le savez autant que moi, Luffy doit forcément surpasser Roger pour devenir un roi des pirates légitime. Pour cela, il doit vaincre le roux. Ce serait le seul moyen d'atteindre véritablement le niveau des haki des plus puissants de l'histoire. On aurait accès à un duel de rois, mais surtout un duel déchirant parce que le vainqueur sera celui qui aura véritablement le mérite de posséder le chapeau de paille. Marshall D. Teach, c'est lui le principal prétendant pour être l'ennemi final de Luffy. Inspiré du célèbre Barbe Noire qui a existé dans la vraie vie, il est l'incarnation du pirate, ou en tout cas il le devient, parce qu'à la base Teach, il ressemble pas du tout à un pirate.
On le découvre pour la première fois dans le bar de Mocktown. Et dès sa première apparition, on s'en rend compte tout de suite, c'est l'opposé de Luffy. Les deux descendants du clan d'Eddie sont destinés à s'affronter. Pourtant, leurs valeurs, elles ont rien à voir. Pendant que Luffy fait son aventure dans l'insouciance et libère les peuples sur sa route, Teach, lui, ne laisse pas la place au hasard. La fin justifie les moyens. Comme Luffy, il fait partie de la pire génération et vient de débuter sa carrière de pirate. Mais son ascension, elle a été planifiée depuis l'enfance. Teach, c'est un grand rêveur. Paradoxalement, c'est celui qui a dit à Luffy que les hommes n'arrêteront jamais d'avoir des rêves, qui est incapable de dormir. C'est la particularité de Teach. Baggy et Shanks en parlaient déjà dans le flashback d'Oden. Son plan se déroule comme prévu. En rejoignant l'équipage de Barbe Blanche très jeune, il grandit au sein de l'équipage le plus fort de son temps, lui permettant de gagner en puissance sans se faire remarquer. Son premier objectif, c'était de s'emparer du fruit qui est selon lui le plus puissant au monde, le Yami Yami no Mi, au fruit des ténèbres. Son fruit aussi est spécial, car c'est le seul fruit de type Logia qui ne permet pas de devenir intangible. Teach devient un véritable trou noir. Il attire tout à lui, la matière et même la douleur. Pourtant, ce fruit lui permet d'être une véritable catastrophe naturelle. En aspirant tout à lui, il peut réaliser l'impensable, annuler les différents pouvoirs des fruits du démon. Pour s'en emparer, Teach est allé jusqu'à tuer son propre camarade Tatch. Sur l'île de Banaro, il se sert de sa victoire face à Ace pour s'attribuer une place au rang des 7 grands corsaires. Ça lui permet de pouvoir s'infiltrer à Impel Down et constituer son propre équipage, aujourd'hui constitué de 10 commandants, comme l'équipage de Luffy en fait. Durant la guerre au sommet, il se permet de réaliser l'impossible en réussissant à ingérer un second fruit du démon, le Gura Gura no Mi ou encore fruit du tremblement, possédé par Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. C'est le paramécia ultime de One Piece, car il lui permet d'avoir le pouvoir de détruire le monde. Teach le dit lui-même, nous entrons dans l'ère de Barbe Noire. Il devient totalement inarrêtable. Lors de la bataille de la vengeance, il arrive à vaincre les restes de l'équipage de Barbe Blanche. Il se permet même de saccager le QG de l'armée révolutionnaire sur Baltigo. Après la dissolution des 7 grands corsaires, il débarque sur Amazon Lily pour tenter de tuer l'impératrice pirate Boa Hancock. Et même son échec lui a permis en retour de capturer Kobe, qui lui permettra d'obtenir son mentor, Monkey D. Garp. Il envoie Kusanne Lafitte récupérer Pudding à Whole Cake Island et il annihile totalement la carrière de pirate du Supernova à 3 milliards de berries, Trafalgar Law. Alors, Ace, Boa Hancock, Kobe, Law, Garp, il ne cesse d'alimenter la haine de Luffy, et aucun doute sur le fait que le chapeau de paille déteste Barbe Noire. Luffy n'attend qu'une seule chose, affronter l'empereur et le terrasser de ses propres mains. Teach, c'est le contre ultime de Luffy. Possédant le fruit de l'imagination, le pirate au chapeau de paille n'a aucune limite, sauf peut-être l'essence même de son fruit, qui est totalement neutralisé par le Yami Yami no Mi, qui est sûrement aussi un Zoan mythique, au vu de sa spécificité. Luffy va devoir trouver une autre solution pour battre Teach. Les deux possèdent 3 déros de poneglyphes, et une véritable course au One Piece se met en place. Teach serait donc le méchant ultime, une bonne fois pour toutes. Pourtant, ce serait le cas mais pour une toute autre raison. Comme Luffy, obtenir le One Piece n'est pas son objectif ultime. Vanogure nous l'a dit, il veut le monde. Teach serait donc la menace absolue pour l'humanité, et va sans doute tenter de vouloir détruire le monde. Et c'est ici que pour écrire l'histoire, Luffy devra affronter Teach. Luffy pourra ainsi devenir le véritable guerrier libérateur et égaler Nika. Et si c'était pas encore fini, on le sait, Luffy veut obtenir le One Piece, tout ça. Mais Vegapunk nous l'a dit, il y aura une guerre finale, une guerre bien plus grande, dans laquelle Luffy devra faire face à une menace bien plus importante. Il devra faire face à des légendes. Rox d'Ishebek. Une véritable légende tapie dans l'ombre de One Piece. Le pirate le plus puissant que Roger n'a jamais affronté, Rox d'Ishebek. Capitaine de l'équipage des Rox, son équipage est composé de tous les futurs grands pirates du monde de One Piece. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, Captain John, Ochoku, en fait toute la planète. Rox est un véritable mystère dans le monde de One Piece. Son équipage a été totalement dissous et le capitaine a été totalement rayé de l'histoire. Il y a 38 ans, dans le plus grand événement révélé de tout One Piece, l'incident de God Valley. Déjà, il réunit tous les personnages les plus puissants de l'âge d'or de la piraterie. En plus des Rox, il y avait l'équipage de Goldie Roger, le héros de la marine, Monkey D. Garp, les chevaliers divins, avec Garling Figarland, Kuma, Saturne, et les autres membres du Gorosei. Vous inquiétez pas, je les ai vus les éclairs.
Ça vous paraît pas étrange que Oda continue de cacher le visage du capitaine des Rocks Pirates? On se demande vraiment pourquoi. On a eu le flashback d'Oden, on suit l'aventure de Roger, on a même eu le début de God Valley. Et Oda continue de nous cacher l'apparence de Xebec. En fait, son apparence cacherait un immense mystère. Et pour trouver la clé de ce mystère, il faut revenir en 2007. Oda nous disait en interview qu'un pirate au cache-œil apparaîtra avant la fin de One Piece. Ça ne peut que être Xebec. Il reviendrait donc dans l'histoire à un moment totalement inattendu et pourrait se révéler être l'ennemi final de Luffy. On aurait sans doute le retour du pirate le plus puissant de l'histoire. Et si le lien entre Teach et Shebeck ne se limitait pas à la volonté? Je m'explique. Teach est spécial et Marco nous dit qu'il n'a pas un corps comme les autres. C'est clair en fait. Et si Teach avait tout simplement plusieurs âmes? Ce serait la raison pour laquelle il a l'air d'avoir plusieurs personnalités et il réussirait à ingérer 2 fruits du démon. Comment c'est possible de mettre 2 âmes au sein d'un même corps? Pourtant, la raison elle est toute bête et on nous l'a déjà montré dans One Piece. Et ce, à Punkazar. Ouais, je parle des pouvoirs du fruit du Bisturi ou le Ope no Mi. Considéré comme le fruit ultime de One Piece, il vaut jusqu'à 5 milliards de berries. Le fruit est totalement surpuissant, car en plus de conférer à l'utilisateur la capacité d'être un réel chirurgien dans sa room, son pouvoir suprême consiste à procéder à l'opération de jouvence permettant d'obtenir la vie éternelle en échange de celle de l'utilisateur. Revenons à l'incident de God Valley, chapitre 1096. Garp nous dit que le trésor gardé par les dragons célestes provenait de la ruche. La ruche, l'île qui appartenait à... Le pire, c'est que Ginny nous évoque déjà 2 des récompenses accordées durant la chasse à l'homme, qui étaient le fruit du coussinet de Kuma et le poisson modèle dragon azur de Kaido. Quant au Ope no Mi, il n'y a aucun doute, c'est lui le réel objectif de Shebeck lorsqu'il est allé sur God Valley. Pourquoi il voudrait le fruit tant que ça? Shebeck sait quelque chose que nous ne savons pas. Et si en réalité le sacrifice que nécessitait le Ope no Mi n'était qu'une idée reçue? En relisant le flashback de l'eau, c'est totalement flagrant. Pour Doflamingo, ça aurait été Corazon qui devait manger le fruit du Bisturi. Et on aurait pu se dire que ce serait pour le forcer à effectuer l'opération de jouvence sur lui. Sauf que non, Dofi, il savait que Corazon était sûrement un traître. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Vergo rejoindre la marine. Il évoque un esprit brillant chez le possesseur du Ope no Mi, et non chez celui qui en reçoit le pouvoir. C'est simple, le sacrifice du Ope no Mi, ce serait d'offrir la vie éternelle au prix du corps de l'utilisateur, et non pas de son âme. Vous l'avez compris, on peut faire un lien évident avec les grèves de personnalité du Shambles. Dofi en parlait aussi. Il permet donc de dissocier l'âme du fruit vers un autre corps, pour permettre à l'âme de subsister pour l'éternité. Pour cela, Shebeck se serait emparé du fruit pour tenter de faire l'opération. Le sort de son corps est aujourd'hui inconnu, et il est aujourd'hui considéré comme mort. Son corps, oui, serait mort, entre guillemets. Mais en réalité, il aurait été protégé durant tout ce temps, car le retour de Shebeck proviendrait du plan de Teach. Et ouais, son âme, elle aurait pris la direction du jeune Marshall D. On comprendrait donc aussi pourquoi Teach a appelé son navire le sabre de Shebeck. Pendant ce temps, Barbonor convoitait un tout autre fruit du démon, qui pourrait être en réalité la clé pour le retour de Shebeck. Le Mero no Mi, possédé par Boa Hancock. Teach le dit, il n'attendait plus que de récupérer ce pouvoir. Le problème, c'est que Shebeck reviendrait dans son propre corps, et on aurait ainsi le retour du pirate le plus puissant de tous les temps. Motomoto nai dewa nai ka. Imu-sama, mettons fin au suspense. Imu sera le méchant ultime de One Piece, la figure d'ordre ultime. Régnant au sommet du château de Pangea, c'est elle qui contrôle tout dans l'ombre. Ouais, même les dragons célestes, considérés comme des véritables dieux dans le monde de One Piece. Issu de la famille Nerona, c'est l'un des 20 rois fondateurs du gouvernement mondial d'il y a 800 ans. Ça fait plus de 8 siècles qu'Imu dirige dans l'ombre. C'est même une véritable ombre, car son existence est un immense tabou, même pour les soldats de Marijois. Ceux qui osent s'en approcher finissent annihilés dans l'instant T. Même pour nous les lecteurs, il nous a fallu attendre 900 chapitres et plus de 21 ans pour que notre vision du monde de One Piece soit totalement bouleversée par l'apparition de Im. 6 ans après, on connaît toujours pas sa véritable apparence. Un homme, une femme, un monstre... Il y a plein de théories dessus. Son apparence est un réel mystère, mais en réalité, elle découle de ses inspirations. Imu tire son origine du yokai japonais le Umibozu. C'est une silhouette noire gigantesque qui apparaît dans les nuits de tempête, causant des naufrages. Pour s'en échapper, il est conseillé de lui donner un tonneau. Un tonneau? Bizarre. Et si le visage de Im
nous avait déjà été révélé. Vous voyez ma théorie sur le retour de chez Beck, le Hopeopenomie, tout ça? Et ben on va la reprendre pour aller à l'essentiel. Le Hopeopenomie, c'est un fruit légendaire. Et on évoque dans le grand manuel La Fruit du Démon un certain pouvoir permettant d'offrir la vie éternelle en échange de la vie de l'utilisateur. Sauf que vous le savez, ce livre il a été falsifié à de nombreuses reprises par le gouvernement pour cacher la réalité. Revenons à Im. Ivankov nous l'a dit, c'est l'un des 20 rois fondateurs d'il y a 800 ans. Elle aurait donc forcément procédé à l'opération pour être encore en vie aujourd'hui. Et si la raison pour laquelle le portrait de Lily est présent dans la chambre secrète de Marie-Joie, ce serait en réalité le portrait actuel de Im, dans le corps de la descendante de Lily. Bon là je pense que je vous ai perdu, vous êtes à deux doigts de m'insulter, mais écoutez, ça prend tout son sens. Im, elle a une silhouette féminine, elle a l'air vraiment petite, et lorsque Im évoque Lily face à Cobra, elle fait allusion à une certaine trahison. En fait, il y a de fortes chances que Imu était en réalité amoureux de Lily. Et si pour régner au sommet du monde, Imu avait effectué l'opération de jouvence en prenant le corps de sa bien-aimée pour pouvoir régner pour l'éternité. Et pour cela, il aurait dû tuer Lily. Le problème, c'est que son corps, lui, continue de vieillir. Et le corps originel de Lily est déjà mort depuis longtemps. Imu doit donc changer d'enveloppe corporelle. Voilà pourquoi les princesses d'Alabasta ressemblant à Lily sont chassées par Imu. Il y a 20 ans, c'était la reine d'Alabasta, Nefertari Titi. Et durant cette rêverie, vous l'avez compris, ça aurait dû être le tour de Vivi. Ce que l'on doit retenir, c'est que Imu représente la mer. C'est l'ennemi originel des pirates. Malgré son attitude enfantine, Imu est absolument démoniaque. Elle a littéralement one-shot Sabo. Et elle a l'air d'avoir un pouvoir totalement surpuissant, différent de tout ce que l'on connaît dans One Piece. À un moment, on pensait être dans un manga d'horreur carrément. Chapitre 1060, l'anéantissement total de Lulusia, qui même s'il a été causé par Mother Flame, fait référence au siècle oublié. On le sait, le royaume antique a été totalement effacé. Ce que je veux dire par là, c'est que Imu n'en est pas à son coup d'essai. La preuve, regardez le trou d'Enies Lobby. Ce que ça signifie, c'est qu'Imu est la responsable de la montée des eaux et la dispersion du monde de One Piece. En fait, c'est l'antithèse totale de la liberté. À l'origine, il n'y avait qu'un continent unique. C'est évident. Redline est même sûrement sa création. C'est simple, séparer le monde en 4 mers permet de diviser pour mieux régner. Ça serait le moyen que Imu ait mis en place pour régner au sommet du monde, et ce, pour l'éternité. On comprendrait donc pourquoi les baleines essayent tant que cela de passer à travers Redline, et surtout la prophétie de Shorley, dans laquelle Luffy devait détruire l'île des hommes poissons, consiste en fait à la destruction de Redline. Oui, parce que Imu, elle avait pas prévu quelque chose. Joy Boy avait peut-être perdu la bataille à l'époque, mais pas la guerre. C'est pour cette raison qu'après 800 ans dans les ténèbres, l'aube va se lever sur le monde de One Piece. Le règne de Imu va forcément prendre fin, et ce grâce à l'avènement du futur Joy Boy, Monkey D. Luffy. Im est le meilleur méchant qu'on puisse rêver d'avoir, car elle regroupe toutes les intrigues que l'on souhaite voir être révélées dans One Piece. Le siècle oublié, le royaume antique, Joy Boy, la volonté du dé, le One Piece, tout sera dévoilé au même moment, dès que notre Luffy national va tabasser Imu d'une manière grandiose. Même si on sait déjà que Oda va laisser 3/4 des mystères en place pour un tout puissant 2035, on sait déjà. Que ce soit Iluluk, Clover, Barbe Blanche, Oden, Vegapunk et surtout Roger, ils ne sont pas morts en vain. La nouvelle génération va pouvoir mettre un terme à cette histoire. Au Romance Down, à l'aube d'une grande aventure, le nom du premier tome prend tout son sens. Luffy va pouvoir, avec son équipage, organiser le plus grand buffet de l'histoire, réunissant les populations du monde entier et tous les personnages qu'il a pu rencontrer durant son aventure pour que plus personne n'ait à mourir de faim.